Mais alors, mais Monsieur le ministre, merci d'avoir rendu possible ce rendez-vous avec la profession médecin. Vous savez combien il est important pour l'institution ordinale d'être le médiateur, le tiers de confiance entre notre profession et l'ensemble des acteurs qui nous environnent. Et je dois avouer que la vitesse avec laquelle les médecins ont répondu à cette sollicitation, le nombre de questions qu'ils ont aujourd'hui envoyées montre combien l'attente est forte d'avoir face à eux leur ministre et d'entendre leur ministre leur parler comme à des médecins, si je puis dire, c'est-à-dire au-delà de ce que nous faisons actuellement dans l'espace public, qui est d'expliquer à l'ensemble de la population les attendus de cette crise. Rendre hommage aux médecins, vous vous en doutez, c'est une priorité pour moi, et je ne peux aujourd'hui que confirmer, que dire combien la profession médicale s'est engagée dans cette situation depuis maintenant plusieurs mois, et combien elle sait qu'elle va devoir continuer à s'engager dans les mois qui viennent. Et tout ceci justifie pleinement aujourd'hui que nous nous mobilisions encore un peu plus, alors que nous nous sommes déjà tellement mobilisés. Nous le savons, la crise reste une crise très difficile. Nous le savons, les espoirs sont forts, et l'espoir de la vaccination existe, mais le questionnement sur la vaccination existe aussi. Il traverse la population, il traverse le monde médical. Nous avions eu l'occasion de le dire, vous le savez, monsieur le ministre, nous allons nous engager, nous, profession, médecins, dans cette campagne de vaccination massive. Dans cette campagne de vaccination, nous protégerons d'abord les individus, puis ensuite la collectivité, au regard de la progression que vous avez choisi de mettre en œuvre. Mais nous savons aussi que réussir cette campagne de vaccination, c'est réussir un certain nombre de critères dans lesquels il y a des priorités, et ces priorités qui sont la transparence de l'information scientifique et le suivi de l'information scientifique. On sait aujourd'hui combien les médecins ont besoin de réponses claires à ce niveau-là. On sait aussi que les médecins ont besoin de savoir s'ils seront bien au cœur du dispositif et s'ils seront bien les acteurs qui, aujourd'hui, légitiment le processus vaccinal auprès de chacun de leurs patients. Ce qui veut dire qu'il faut que nous sachions aussi où seront leurs responsabilités dans cette campagne voulue par les responsables politiques de notre pays et partagée par la profession. Ce qui veut dire qu'il faudra qu'ils soient aussi dans le suivi et dans le pilotage de cette campagne. Le monde médical ne se satisfera pas d'être simplement l'acteur professionnel. Nous avions eu l'occasion d'échanger à d'autres moments sur les comités qui président à tout cela. Et je vous avais dit à une époque qu'il était important qu'il y ait des candides et qu'il y ait des acteurs de terrain dans ces comités. Et nous serons très vigilants, pour nous, institutions ordinales, sur la façon dont vont se construire le suivi, le pilotage de cette campagne. Enfin voilà, les médecins attendent de vous, monsieur le ministre, que le ministre, tout autant que le médecin, parle à des médecins et réponde à des interrogations de médecins, parce que nous ne réussirons cette campagne que par cette transparence et cette clarté. Nous ne la réussirons pas si nous n'avons pas tous ces événements et tous ces éléments. Et je suis convaincu que dans cet échange ce soir avec les médecins qui sont présents devant nous, vous allez apporter les réponses que vous voulez. En tout cas, vous savez que mon niveau d'exigence et notre niveau d'exigence est important à ce niveau-là. Je ne doute pas que vous y répondiez. merci, merci Monsieur le Président, cher Patrick Bouet, Mesdames et Messieurs les médecins, chers consoeurs, chers confrères, chers tous. Je suis très heureux, moi, de pouvoir vous réunir ce soir. J'y tenais, dans un contexte si particulier qui nous oblige, certes, à nous parler à distance, mais à nous parler quand même. Et finalement, c'est bien là l'essentiel. Parce qu'il faut bien le dire, cette année 2020 aura été une année à part, avec une épidémie, une pandémie dont la brutalité a mis notre système de santé et la vie quotidienne des médecins à très rude épreuve. À chaque étape de la lutte contre l'épidémie, et ce, dès ma prise de fonction, j'ai pu compter sur vous, j'ai pu compter sur votre engagement.
Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire ma gratitude et pour dire à l'ordre, notre maison commune, Monsieur le Président, qu'il a été à la hauteur de ce défi historique. La crise sanitaire que nous traversons a mis l'ensemble des professionnels de santé en tension, et les médecins tout particulièrement. Vous avez répondu présent à l'hôpital, en ville, et je n'oublie pas tous ceux qui, nombreux, interviennent au domicile des personnes les plus fragiles, parce que c'est pour eux que nous nous levons le matin. Il y a la maladie, nous y sommes confrontés, il y a aussi la détresse mentale et le mal-être psychique, lié notamment aux mesures sanitaires et aussi à la peur de l'épidémie ou à la perte d'être cher autour de soi. Et j'y suis, tout comme vous, extrêmement attentif. Ce que je veux dire, avant de poursuivre, c'est que pour un ministre des Solidarités et de la Santé, pouvoir compter sur des médecins aussi compétents et engagés, c'est une valeur inestimable, et je veux vous dire toute ma gratitude. Vous avez dû, je le sais, redoubler de vigilance pour éviter les contaminations, et je sais aussi que vous vous êtes senti parfois un peu délaissé, devant vous débrouiller tout seul. Je suis là pour vous dire mon admiration, parce que dans un contexte aussi impensable, vous avez su vous organiser. Et aujourd'hui encore, face à la deuxième vague, vous assurez vos missions avec un très grand professionnalisme, et pour tout cela, un immense merci. Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, j'aimerais commencer par un sujet qui nous préoccupe tous et qui requiert votre mobilisation. Je veux bien évidemment parler de la campagne de vaccination. Après ces longs mois si pénibles pour chacun, pour nos concitoyens, un espoir se lève. Cet espoir est immense, l'espoir de pouvoir vaincre cette maladie avec une arme nouvelle. Le vaccin suscite des craintes, nous le savons, et d'ailleurs bien avant cette crise sanitaire, parfois de l'hostilité au sein de la population du pays de Pasteur. Il y a un travail de pédagogie à mener, c'est aussi ma responsabilité, mais je n'y arriverai pas sans vous. On entend beaucoup de choses ces jours-ci parce que l'imagination est décidément sans limite. Ce qui est sûr, c'est que la stratégie vaccinale, j'ai souhaité la construire autour et à partir des médecins. Vous êtes non seulement des parties prenantes, mais vous êtes la pierre angulaire de notre stratégie vaccinale. Les raisons sont multiples. Un, les Français vous font confiance, bien plus qu'à moi, même si je suis à la fois médecin et ministre, et bien plus qu'à la classe politique tout entière. Deuxièmement, parce que vous êtes capable d'acquérir toutes les clés de compréhension et d'utilisation des vaccins dans cette campagne qui démarre. Ensuite, à chaque fois qu'on a essayé d'éloigner de toute façon les médecins, d'autres avant moi, les médecins des processus de soins et des campagnes de vaccination, ça n'a pas fonctionné. Et enfin, parce que vous faites votre travail avec ardeur, avec constance, avec professionnalisme, et que donc moi, en tant que ministre et en tant que citoyen, je suis rassuré de confier les rênes de cette campagne de vaccination à mes confrères. J'y veillerai, et je sais que le professeur Alain Fischer est très sensible à ce que les chercheurs, les professionnels de santé, notamment les médecins, et tous ceux qui pourront se joindre à l'élaboration de la stratégie vaccinale trouvent leur place. Les ordres professionnels, les sociétés savantes, les organisations syndicales, nous aurons besoin de conjuguer toutes les forces. Je reviendrai sur la vaccination parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, et c'est aussi la raison pour laquelle nous nous retrouvons ce soir. Mais après mon propos introductif, je veux pouvoir vous dire que d'abord je répondrai à toutes les questions que vous poserez ce soir. Alors pas toutes, je crois qu'il y a déjà eu plus de 800 questions qui ont été posées rien que pour la journée d'aujourd'hui, sinon ce serait trop long et je voudrais qu'on se consacre 1 heure parce que vous avez d'autres activités qui vous attendent, j'en suis sûr. Mais je n'éluderai aucune question et aucun sujet, ce n'est pas mon genre. Si on en revient à la mobilisation qui a été la vôtre dès la première vague épidémique, et puisqu'il faut parfois être clément avec soi-même, j'aimerais revenir brièvement sur ce qui a fonctionné. Il paraît qu'à toute chose malheur est bon, et je pense bien évidemment à la télémédecine et plus généralement à la télésanté. La crise sanitaire a été un profond accélérateur du changement, et nous avons vu se développer dans des proportions inimaginables il y a encore 1 an, des pratiques dont on connaissait la pertinence, on sentait que c'était des outils parfaitement indispensables pour la pratique du quotidien, mais qu'on hésitait à mettre en œuvre, quelles qu'en soient les raisons. 2 chiffres, 1% des consultations étaient des téléconsultations avant l'épidémie, 11% des consultations étaient des téléconsultations à la fin du mois de mars. Nous sommes passés de 10 000 téléconsultations par semaine à plus d'1 million de téléconsultations par semaine au total. Vous pourrez évidemment bénéficier des investissements en numérique qui ont été prévus par le Ségur de la santé dans le cadre du développement du virage numérique. Ça fait des années qu'on parle de ce virage. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que nous y sommes, que vous soyez en ville ou à l'hôpital. Tout au long de la crise, l'écosystème de la e-santé a fait preuve d'un dynamisme exceptionnel et je salue tous ceux qui ont innové, inventé
imaginer dans des délais très rapides des dispositifs qui ont permis à nos organisations de tenir. Aujourd'hui, il faut mettre les bouchées doubles en matière de e-santé, déployer le plus rapidement possible les fondations techniques nationales et régaliennes qui ont été prévues par la feuille de route. Je vous fais grâce de tous les détails, mais que ce soit l'identifiant national, la carte ICPS ou le fameux DMP. J'en viens à l'organisation de notre système de santé parce que la crise sanitaire a révélé la grande capacité d'adaptation des acteurs, votre capacité d'adaptation face à une situation inédite. Ces dernières années, on a souvent parlé de résilience, parfois un peu à tort et à travers, et presque toujours quand on manque d'inspiration, mais je crois que ce mot de résilience a un sens extrêmement concret et tangible quand on l'applique au quotidien des médecins. Vous le savez, depuis 3 ans, le mot d'ordre des politiques de santé, c'est jouer collectif, d'aller vers plus d'exercices coordonnés. Les CPTS, les maisons de santé, les centres de santé sont autant de réponses que je crois pertinentes aux besoins de santé de nos concitoyens. Et s'il existe, je le sais, encore des réticences, je vous dis aussi qu'à chacun de mes déplacements dans ces structures, je constate avec surprise et bonne surprise que l'ensemble des professionnels de santé, et même les élus, c'est vous dire, sont satisfaits des structures qui ont été mises en place. Et dans ces nouvelles formes de pratiques professionnelles, je n'oublie personne, les médecins de premier recours, comme les médecins spécialistes d'organes, qu'ils exercent en ville ou à l'hôpital, en mode salarié ou libéral, qui participent également à la création de ces nouvelles formes permises par la loi, à savoir les équipes de soins spécialisées. On veut vraiment développer cela et pour autant, je n'ai pas vocation comme ministre de la Santé à empêcher des médecins qui ont un exercice, je dirais, plus isolé, ou par nécessité ou par plaisir, et qui souhaitent garder ce mode d'exercice. Il ne s'agit pas du tout de contraindre, mais par contre, de vous permettre de développer des exercices coordonnés dans chaque situation où vous le souhaiterez utile. Un dialogue de bonne tenue a été engagé entre vos organisations syndicales et l'assurance maladie, dans le cadre des négociations conventionnelles, mais il y a un contexte que vous connaissez, qui est celui des élections professionnelles, qui justifie une mise en suspens temporaire et vous reprendrez avec l'assurance maladie bon pied bon oeil après les élections professionnelles. Je suis sûr que nous arriverons à accorder nos violons sur l'essentiel. Accorder ces violons, c'est aussi trouver un chemin d'entente sur un sujet qui a suscité des crispations ces derniers jours, et je veux bien évidemment parler de la profession médicale intermédiaire. Pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, il y avait une proposition parlementaire de loi qui proposait d'inscrire dans la loi l'identification d'un nouveau métier entre, je dirais, le métier infirmier et le métier médical à l'hôpital. Et ce qui a suscité des peurs et qui a entraîné, et j'y étais favorable, le retrait de la mesure. Ce que je veux vous dire, c'est que l'idée n'est pas du tout d'imposer quoi que ce soit, mais de se poser la question de savoir si, dans un exercice notamment hospitalier, on peut penser à un nouveau métier qui viendrait en soutien des médecins, en soutien des soignants, et qui soit un niveau d'études intermédiaire entre le bac+3 et le bac+12. Il y a des pistes de réflexion sur ce sujet, mais je n'ai pas vocation, encore une fois, à forcer quoi que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Voilà, ça fait beaucoup de défis pour les semaines, les mois et les années à venir qui s'ajoutent à la gestion et au pilotage de cette crise sanitaire que vous affrontez dans votre quotidien. Je voulais vous faire part de ces ambitions qui sont celles de mon ministère concernant l'exercice médical de demain. Je ne veux pas être plus long dans l'introduction pour laisser le temps aux échanges. Je crois que c'est le plus intéressant. Juste vous dire que nous avons encore une fois un défi formidable devant nous et que je vous remercie énormément pour votre implication, votre professionnalisme, votre sens profond de l'éthique et je dirais le joli mot de vocation que j'ai l'immodestie de considérer partagé avec vous. Alors il y a des premières questions qui correspondent à des questions qui ont été adressées, c'est ça, Monsieur le Président, au Conseil national de l'Ordre des médecins et qu'on va me poser et auxquelles je vais répondre. Et ensuite, il y a des questions que vous pouvez poser en direct sur le chat et je répondrai à certaines d'entre elles pendant la durée de temps impartie. Le docteur Anaïs Augagneur vous pose la question suivante. Quand et comment les médecins disposeront-ils d'informations fiables et objectives sur chacun des vaccins disponibles pour pleinement jouer leur rôle de prescripteur auprès de leurs patients ? Merci, docteur Augagneur, pour cette question. C'est une question qui est essentielle. Il est évident qu'on ne va pas démarrer une campagne de vaccination, fût-elle sur des publics prioritaires, sans avoir toutes les informations nécessaires, indispensables, sur le fonctionnement du vaccin, sur les effets indésirables potentiels et sur son efficacité. Ce n'est pas le ministre que je suis qui va donner ces indications ou qui va donner ces recommandations ou ces cadres de prescription. C'est la Haute Autorité de Santé
Et c'est l'agence du médicament, d'abord européenne et ensuite nationale, qui sont en train de regarder toutes les données, toutes les datas scientifiques brutes des études qui ont été faites pour pouvoir accorder une autorisation de mise sur le marché européenne. Ensuite, on aura le feu vert, je l'espère, de la commission technique des vaccins de la Haute Autorité de Santé, qui nous dira si elle confirme ou non ces indications. Je rappelle que pour la première étape, sont concernées les personnes âgées en hébergement collectif, c'est à peu près 1 million de personnes, ainsi que les soignants qui y exercent lorsqu'ils sont âgés de 65 ans et plus, ou qu'ils sont porteurs de comorbidités qui les exposent particulièrement au risque de formes graves du Covid. Les informations nous reviennent quand même régulièrement. Vous avez peut-être vu aujourd'hui, s'agissant du vaccin Pfizer, l'étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine et qui montre que non seulement l'efficacité est effectivement incroyablement élevée pour la réduction des cas graves à titre individuel, 95%. On ne sait pas encore si ça permet d'éviter la contagiosité. On sait qu'en fait ça protège les cellules pulmonaires, mais on ne sait pas si ça évite l'invasion de la sphère oropharyngée par le virus et donc la contagiosité. On sait aussi qu'il n'y a pas eu d'effet indésirable grave sur les 38 000 patients américains qui ont reçu le vaccin. Des effets indésirables bénins, très classiques dans les injections, c'est-à-dire chaleur ou douleur au point d'injection, fatigabilité, fébricule. Et il y a eu 2 cas d'effets indésirables graves observés en Angleterre, qui a démarré la campagne de vaccination, qui sont des cas d'allergie qui ont touché 2 patients qui ont une allergie très forte à la base, justifiant d'ailleurs qu'ils soient en permanence avec eux avec de l'adrénaline. Voilà les données. Vous aurez de toute façon, d'ici à la fin de l'année, la fin du mois de décembre, toutes les analyses en transparence et nous serons amenés aussi à communiquer directement avec vous, ainsi que le professeur Alain Fischer, pour vous apporter toutes les garanties. Le docteur Anne-Marie Beguet-Simon souhaite une clarification sur les différents vaccins, leur composition, thérapie génique, nanoparticules, leur mode d'évaluation, car il a été autorisé par les autorités européennes de raccourcir le processus d'évaluation clinique avant mise sur le marché, donc un doute sur la connaissance des effets de ces produits. Alors, il y a plusieurs types de vaccins. En réalité, il y a 200 laboratoires qui ont développé qui ont démarré des phases 1 ou 2 de vaccination. Il y a plusieurs laboratoires qui sont en phase 3, certains l'ont terminé, Pfizer et Moderna. D'autres pourraient terminer bientôt, CureVac, Janssen et Sanofi. Et d'autres suivront également. Alors, on trouve des vaccins assez classiques, type virus inactivé ou atténué. Et en l'occurrence, les premiers vaccins qui risquent de disposer d'une AMM sont 2 vaccins dits à ARN messager. C'est la première fois qu'on va pouvoir utiliser des vaccins à ARN messager. Ça fait 20 ans que c'est en étude. C'est très prometteur, notamment dans le traitement de certains cancers. En réalité, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, alors moi je ne suis pas spécialiste, mais j'ai appris, on injecte des brins d'ARN messager uniquement. Donc, 1, ce n'est pas de la thérapie génique, pas du tout. 2, l'ARN messager ne peut en aucun cas s'intégrer au génome des patients qui reçoivent. Ça veut dire que l'ARN messager va être transcrit en protéines. C'est une protéine du virus, notamment, pour pouvoir déclencher ensuite la fabrication d'anticorps et développer une immunité durable, on l'espère. Et ensuite, l'ARN messager est éliminé très vite. Donc, il n'y a pas d'intégration au génome humain. Il n'y a pas d'autres protéines qui soient codées à partir de ce brin d'ARN messager. Il n'y a donc pas de nanoparticules et pas de thérapie génique. Le docteur Hubert Vannepin souhaite vous poser la question suivante. En l'absence d'obligation vaccinale, quelle sera la responsabilité du vaccinateur ? Alors, la responsabilité, d'abord, elle va incomber au laboratoire, comme pour tout produit de santé. C'est-à-dire que s'il y a des déficiences, des défauts dans les produits de santé, ils sont évidemment responsables des produits qu'ils ont commercialisés et donc des dédommagements. Si, en revanche, apparaissent des effets indésirables, eh bien, c'est comme pour tout traitement ou toute vaccination. Si c'est donc considéré comme un aléa thérapeutique, la conséquence d'un traitement, il n'y a pas de responsabilité du prescripteur ou de la personne qui a fait l'acte, et vous avez la solidarité nationale qui intervient à travers l'ONIAM, qui est le fonds qui intervient déjà pour dédommager toutes les conséquences sanitaires liées à des prises de médicaments. Le docteur Gérard Van Melkebeek, médecin généraliste en zone rurale, je connais mes patients, leurs pathologies, leurs facteurs de risque. Allez-vous donner la possibilité de vacciner en priorité dans nos cabinets les plus âgés ou les plus à risque de développer des formes graves ? Ce que nous dit la Haute Autorité de Santé, c'est qu'après la phase 1, qui concerne donc des personnes âgées en institution collective, parce que quand le virus rentre dans un EHPAD, on sait qu'hélas, il va rarement toucher qu'une seule personne, il y a des conséquences sanitaires collectives désastreuses, c'est qu'ensuite va démarrer la phase 2, qui va concerner des personnes qui sont âgées d'abord de 75 ans et plus, ensuite de 65 ans et plus, etc. Et là, nous souhaitons avoir
nous tourner vers le secteur ambulatoire et vers les cabinets de médecine de ville. Donc dès que nous serons dans la phase 2, si tout va bien, ça devrait être février-mars, eh bien oui, docteur Van Melkebeek, vous pourrez vacciner dans votre cabinet vos patients que vous connaissez bien, et dès lors qu'ils répondent aux indications de la HAS. Les docteurs Gérard Lepeu et Taoufik El Medeb ont les questions suivantes. Donc, quelle est votre position par rapport à la vaccination des patients qui ont déjà été contaminés? Dans les EHPAD, faut-il vacciner les personnes qui ont été Covid+? Alors nous attendrons les recommandations définitives de la HAS, mais le 25 novembre, elle a produit des premières recommandations sur la base des données cliniques dont elle disposait après les études cliniques, qui montrent qu'il n'y a pas de surrisque à vacciner quelqu'un qui a déjà eu le Covid. Vous savez qu'avec ce virus qui est encore assez finalement récent, il a certes 1 an, mais la science progresse très vite, mais on a encore des parts d'inconnus. On ne sait pas combien de temps va durer l'immunité pour quelqu'un qui aurait attrapé le virus. On sait que des personnes d'ailleurs peuvent réattraper le virus et tomber à nouveau malade. Donc il est probable que la Haute Autorité de Santé nous recommande de vacciner toutes les personnes dans la catégorie d'âge concernée, y compris les personnes qui ont déjà eu le Covid. Encore une fois, l'étude clinique de phase 3 sur le vaccin Pfizer semble montrer, on aura les datas, les données transparentes aussi sur ce point, qu'il n'y a pas de danger à se faire vacciner quand on l'a eu. Le docteur François Lacoin à la question suivante. À la lumière de ce qui s'est passé aux US pour le Thanksgiving et d'une reprise discrète mais incontestable de l'épidémie dans tous les pays européens, il me paraît dangereux de lever le confinement pour les fêtes. Quelles mesures comptez-vous prendre pour limiter les risques, en particulier en termes de déplacement, et comment les faire respecter? Bien écoutez, chers confrères, j'étais il y a 1 heure avec le Premier ministre en conférence de presse, comme tous les jeudis, où il a annoncé un certain nombre de mesures. Vous l'avez peut-être entendu, vu. À partir du 15 décembre, nous n'ouvrirons pas les établissements recevant du public, qu'ils soient culturels ou dans le domaine festif, contrairement à ce que nous espérions, compte tenu du fait que le niveau de circulation du virus reste élevé. On est en moyenne à 12 500 patients contaminés par jour. La pression sanitaire, qui est restée élevée, a cessé de baisser comme elle avait baissé les premières semaines, nécessitant qu'on soit encore courageux dans la durée et qu'on tienne bon. Il y aura un couvre-feu qui sera appliqué à partir de 20 heures dans tout le pays le 15 décembre, avec une exception pour le soir de Noël, mais pas d'exception pour le 31 décembre. Il y aura une vraie politique de contrôle qui sera mise en place dans les rues. C'est plus facile de contrôler d'ailleurs un couvre-feu. Il y aura 2 exemptions au couvre-feu, le travail et la santé. Et puis d'autres mesures qui ont été annoncées tout à l'heure. On ne peut pas relâcher l'effort maintenant. Le docteur Elisabeth Shepard souhaite vous poser la question suivante. Nous sommes très inquiètes par la santé mentale, en particulier des jeunes, pré-ados, ados et jeunes étudiants. Recrudescence des TS et idéation suicidaire, doublement des passages aux urgences, anorexie mentale avec des jeunes filles qui arrivent dans un état dégradé dénutries et déshydratées aux urgences. Quelle stratégie de prévention et de soins face à ces phénomènes comptez-vous déployer ? C'est un vrai sujet de préoccupation, évidemment, la santé mentale des Français. D'abord, s'il y a des psychiatres qui nous regardent, leur dire merci pour l'action qui a été la leur, parce qu'on a pu craindre dès le premier confinement que la situation serait très difficilement gérable. Je pense notamment aux établissements psychiatriques. Or, les choses ont été gérées avec énormément de professionnalisme. Il y a eu relativement peu de cas. Et si c'était très dur à gérer au quotidien, les hôpitaux ont tenu. Également en ville, où il y a eu parfois des ruptures de soins, notamment pendant le premier confinement, mais où ce que nous disent les psychiatres, c'est qu'ils ont retrouvé leurs patients et il y a eu peu de ruptures de prise en charge médicamenteuse. Néanmoins, oui, le stress occasionné par l'épidémie, la pandémie, la perte parfois d'activité professionnelle, les causes, on les devine, et le public jeune qui est cité par le docteur Shepard, les plus encore que les autres, notamment étudiants, nous oblige à penser une prise en charge de soutien psychologique. Alors par public, il y a un numéro vert, le 0800 130 000, qui renvoie vers les plateformes qui sont portées par la Croix-Rouge française, par SIDA Info Service, et qui permettent d'avoir en ligne des psychologues, parfois des psychiatres, des infirmiers spécialisés, qui peuvent orienter les cas les plus graves dans les filières de prise en charge. Nous recrutons plusieurs centaines de psychologues, nous développons aussi les cellules d'urgence médico-psychiatrique, et nous sommes en train de réfléchir à une stratégie nationale de résilience, si je puis dire, dont j'ai confié le pilotage au professeur Franck Bellivier, qui est le délégué ministériel en charge de la santé mentale. Le docteur Claude Niederhofer vous pose la question suivante. Je voudrais savoir si les médecins ayant contracté le coronavirus sont pris en charge dans le cas des maladies professionnelles et à quelles conditions.
J'ai pris cet été un décret qui permet la reconnaissance du Covid en maladie professionnelle pour les professionnels de santé, dont les médecins, donc en établissement de santé et en libéral évidemment, pour tout patient qui a une maladie, c'est-à-dire qui garde des séquelles de sa maladie à Covid. Les seules séquelles qui sont aujourd'hui identifiées comme telles sont les séquelles respiratoires, c'est-à-dire des gens qui ont eu des besoins en oxygène et qui peuvent garder parfois des lésions de fibrose pulmonaire ou de l'insuffisance respiratoire. Ils sont pris en charge sans critère d'imputabilité, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'ils ont été contaminés dans l'exercice de leur métier, de leur mission, sans chercher plus avant. Par ailleurs, il y a des formes symptomatiques qui peuvent persister dans la durée, qu'on appelle les formes long Covid, qui peuvent donner d'autres types de symptômes. La recherche est en cours. Nous structurons aussi des filières de soins spécialisées en secteur hospitalier et ambulatoire pour mieux saisir cela. Et rien n'empêche un professionnel de santé qui, bien que n'ayant pas de séquelles respiratoires, estime qu'il présente des séquelles de la maladie d'un autre ordre, de pouvoir saisir le comité en charge de décider d'attribuer des critères de maladie professionnelle. Le docteur Gabre Yousra a plusieurs questions pour vous. Quelles sont les avancées sur les connaissances des formes longues du Covid-19 ? Allez-vous organiser des circuits protocoles de prise en charge des patients atteints de formes longues du Covid-19 ? Je viens un peu de répondre à cette question, à savoir que oui, nous essayons de comprendre par la recherche clinique et la recherche fondamentale l'origine de ces formes de Covid long. On sait maintenant, par exemple, que le Covid peut remonter par des cellules épithéliales nasales le long du nerf olfactif jusqu'au cerveau, ce qui peut expliquer un certain nombre de symptômes. Il y a des pistes aussi que j'ai vues intéressantes sur des syndromes de dysautonomie tardive avec des patients qui peuvent être en tachycardie au repos sans avoir pour autant de lésions pulmonaires au scanner ou de lésions aux épreuves fonctionnelles respiratoires. Donc on est encore dans le domaine de la recherche et il y a des structures de prise en charge, des filières de prise en charge spécialisées qui se sont structurées aux quatre coins du pays. Le docteur Kader Bali vous pose les questions suivantes. Malgré quelques efforts à travers le Ségur pour les PH, actuellement la pénurie des médecins hospitaliers n'a jamais été aussi préoccupante. Que compte faire l'État pour obtenir une véritable attractivité pour l'hôpital ? Plus de souplesse aux directeurs pour le recrutement, meilleure connaissance des médecins dans leurs activités cliniques, transversales et institutionnelles, meilleures conditions de travail, par exemple ? D'abord, moi je note que, j'allais dire à la faveur de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais à l'occasion de la prise en charge de la crise Covid, partout où je vais, on me dit que le sens du métier a été retrouvé. Il y a plusieurs raisons à cela. Tous les regards et tous les objectifs et tout le travail a été tourné vers un seul objectif, sauver des vies. Et toutes les préoccupations, les tracas du quotidien, les non-dépenses, les gestions de lits ont été, je dirais, mises de côté et tout le monde a regardé dans le même sens. C'est cet esprit-là qui a soufflé sur notre pays que j'ai voulu conserver en mettant en place le Ségur de la santé. Ça a été très rapide, quelques semaines seulement, pour avoir un accord majoritaire avec les syndicats, autant pour les médecins que pour les soignants que pour les non-soignants. 8,5 milliards de revalorisation de salaire par an. Pour les médecins, nous avons supprimé les 3 premiers échelons de la grille des péages. Nous avons institué 3 nouveaux échelons supplémentaires en fin de carrière pour augmenter les rémunérations des praticiens hospitaliers, je dirais, d'expérience. Nous avons augmenté l'indemnité exclusive de services publics pour énormément de médecins. Et puis, au-delà de ça, ce que nous travaillons en ce moment et qui va bientôt devenir une réalité, c'est assouplir la gouvernance, redonner du poids à la décision médicale dans l'hôpital, c'est changer les modalités de représentation des uns et des autres, aller vers plus de démocratie interne au sein des hôpitaux, travailler sur la qualité de vie au travail. Il y a trop de conflits dans les hôpitaux qui pourrissent la vie des équipes au quotidien. Donc c'est tout cela. Et puis surtout, on est sorti de la logique à l'hôpital de la fermeture des lits et des moins de moyens. On est en train d'augmenter, je dirais, notre parc hospitalier. J'ai supprimé, alors tout le monde ne connaît pas le Copermo, mais cette espèce de structure nationale qui broyait tous les projets hospitaliers. Je l'ai supprimé, on l'a remplacé par des projets territorialisés, régionaux, et puis surtout on investit beaucoup d'argent, on reprend un tiers de la dette des hôpitaux, et on investit 6 milliards d'euros pour pouvoir, je dirais, construire des nouveaux hôpitaux, moderniser, renforcer tout cela. Le docteur Roberto Rebi souhaiterait connaître le plan et les mesures prévues pour augmenter la disponibilité de lits dans les hôpitaux, notamment dans les soins intensifs. Alors, je l'ai annoncé en arrivant, le dogmatisme de la fermeture des lits, c'est terminé. On s'est bien rendu compte, à travers cette crise sanitaire, que notre parc en lits de soins intensifs et de réanimation n'était sans doute pas adapté et qu'il fallait donc rouvrir des lits. Il y a eu 15% d'augmentation d'ouverture de lits qui sont restés ouverts tout au long de l'été. Actuellement, par les moyens du bord et surtout par le génie déployé par les équipes dans les hôpitaux, nous avons pu augmenter considérablement nos capacités de réa, mais au détriment des soins apportés aux autres malades, puisque vous le savez, il y a de la déprogrammation dans nos hôpitaux.
Donc je souhaite véritablement, je vais vous donner un exemple. Avant, quand il y avait un projet de construction d'un hôpital, on pouvait le payer, mais il fallait forcément que ça aille vers moins de lits, voire moins de personnel. Ça, c'est terminé. On est sorti de ce dogme-là, et on travaillera dans la durée à structurer des soins intensifs en quantité suffisante. Nous passons maintenant aux questions en direct posées sur le chat. Donc, une question du docteur Philippe Thiès. Pourquoi n'y a-t-il pas une priorisation et une obligation de vaccination, grippe A et Covid-19 pour les professionnels de santé ? La Haute Autorité de Santé n'a pas considéré qu'il fallait prioriser les professionnels de santé. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ils veulent vraiment que les premiers vaccins puissent concerner les personnes les plus fragiles, celles qui meurent hélas par dizaines au quotidien, donc les personnes âgées en institution collective. Et la Haute Autorité de Santé considère qu'à ce stade, seuls les soignants qui eux-mêmes, lorsqu'ils sont exposés au virus, ont des risques importants de faire des formes graves, doivent être protégés. Ensuite viendra le tour des soignants dans la phase 2 et la phase 3. Je crois aussi que ça participe aussi dans l'esprit de la HAS du nécessaire recul à obtenir chez des patients plus jeunes, parce que quand on dit soignant, on va forcément se poser la question, par exemple, d'une infirmière de 25 ans qui pourrait vouloir avoir des enfants. Or, le recul qu'on va obtenir au cours des prochaines semaines et des prochains mois permettra d'apporter des réponses à ce type de questions. Et pourquoi pas obligatoire la vaccination? Parce qu'à ce stade, on est dans une protection individuelle de toute façon. On ne sait pas encore si ça évite la transmission. Et par ailleurs, on n'a pas envie de brutaliser la société dans le contexte qu'on connaît. Hélas, les mesures de gestion telles que le confinement sont déjà suffisamment strictes et dures à supporter pour les gens. Mais on veut convaincre. Une question du docteur Georges Tesser. Envisagez-vous de faire appel aux médecins retraités pour appuyer les campagnes de tests ou de vaccination ? Pardon, je vous ai perdu une seconde. Alors, une question du docteur Georges Tesser. Envisagez-vous de faire appel aux médecins retraités pour appuyer les campagnes de tests ou de vaccination ? D'abord, il faut savoir que les médecins retraités qui étaient volontaires ont été extrêmement utiles, précieux même, que ce soit dans les réa ou en médecine de ville dans la période que nous avons connue, et je les remercie pour cela, ainsi que les étudiants aussi, les internes, les externes, qui ont énormément donné. À ce stade, moi, je considère on part sur une vaccination dans la phase 2, c'est-à-dire les 14 millions de publics prioritaires. On a besoin de vacciner environ 150 000 personnes par jour, ce qui, président Bouet, quand on le divise par le nombre de médecins, fait qu'on doit pouvoir s'en sortir avec la masse médicale dont nous disposons dans les territoires. Maintenant, à chaque fois qu'un médecin souhaite remettre la blouse et prêter main forte, il est toujours le bienvenu. Une question d'Estelle. Monsieur le ministre, êtes-vous sensible aux revendications de vos consoeurs et confrères de terrain, titularisés avant le 1er octobre 2020, concernant cette perte définitive de 4 ans d'ancienneté et cette non-reconnaissance des services rendus et de nos expériences respectives? À partir de quand les reclassements immédiats des praticiens seront rétablis selon les critères identiques d'ancienneté? Sur la question du reclassement en fonction des critères d'ancienneté, c'est la Direction générale de l'offre de soins qui travaille cela, qui consulte les organisations représentatives pour qu'on puisse aboutir rapidement. Moi, vous savez, j'ai la chance d'être un médecin de terrain dans cette magnifique maison qu'est le ministère. Ça fait un moment que je me passionne de politique de santé. Je ne dis pas que j'ai une connaissance absolue du monde de la santé, mais il y a une conviction que j'ai chevillée au corps, c'est que le bon sens doit primer. Et donc, lorsqu'il y a des gens qui font leur travail et qui sont précieux, et on l'a vu dans la période, il faut tout faire pour simplifier leur vie. Donc nous verrons, mais j'y travaille. Une question du docteur Pascal Meyer. Dans la mesure où il a été mentionné qu'il fallait environ 60% d'immunité de la population pour atteindre une protection communautaire, comment allons-nous assurer l'approvisionnement des vaccins afin de sécuriser la population française? Eh bien, ce sera très progressif. Et en fait, ce sera progressif non pas parce qu'on n'aurait pas prévu le coup, mais c'est progressif parce que les laboratoires fabriquent des vaccins à plein régime. Et au fur et à mesure que les vaccins seront autorisés et produits, nous en aurons. C'est la Commission européenne qui s'est chargée de passer des commandes auprès des principaux laboratoires. Et donc, la France recevra des doses de vaccins au prorata de sa population au sein de la population européenne. Et donc, ça va arriver progressivement. On a à peu près 3 millions de doses, en tout cas, j'attends de les recevoir. Mais on a 3 millions de doses qui sont attendues du vaccin Pfizer entre janvier et le début du mois de février, ce qui nous permet déjà de vacciner 1 million de personnes. Et on a un taux de perte en plus quand on a des doses de vaccin. Vous imaginez un vaccin qui se transporte et se conserve à moins 80 degrés. Donc on sait, en plus c'est des fioles de 5 doses. Donc on sait qu'on ne pourra pas utiliser tous ces vaccins, mais on va faire quand même une gestion en bon père de famille des stocks.
Le docteur Loyer vous interroge sur la place du pharmacien dans la stratégie vaccinale. J'imagine qu'il s'agit de la vaccination Covid, parce que la vaccination grippale, la place du pharmacien, nous la connaissons et nous l'avons expérimentée avec succès. Dans la vaccination Covid, je ne sais pas encore répondre à cette question. Alors déjà, la place du vaccin et la place du pharmacien est primordiale, parce que beaucoup de pharmaciens vont recevoir des doses de vaccins qui aura été décongelées, qui pourront conserver dans des conditions normales de conservation d'un vaccin et procéder à un dispatching chez les médecins, etc. Et merci pour ça, les pharmaciens ont été extrêmement précieux depuis le premier jour de la crise. Est-ce qu'ils pourront aller jusqu'à vacciner? À ce stade, il faudrait pour cela que la Haute Autorité de Santé se prononce sur la question. Toutes les campagnes de vaccination ont toujours reposé exclusivement sur des médecins, à l'exception des rappels vaccinaux grippaux pour les publics fragiles sur recommandation de la HAS. Donc nous verrons plus tard. Une question du docteur Benoît Auton. Quel est l'intérêt des tests antigéniques actuellement avec une sensibilité moindre alors que les tests PCR ont un rendu en moins de 24 heures pour 75% des cas? Eh bien, ils sont utiles, les tests antigéniques rapides, parce qu'ils peuvent apporter une réponse très rapide, encore plus rapide. Et parfois, 24 heures, c'est 24 heures de gagné. Nous avons pour cela aussi, pardon de me répéter, mais nous avons aussi pour ça des recos solides de la HAS qui considèrent néanmoins qu'il faut privilégier les patients symptomatiques. Les patients cas contact et les patients liés à des clusters peuvent aussi se faire dépister. La sensibilité est un peu moins bonne, c'est vrai, chez les patients asymptomatiques, mais il y a aussi une réflexion scientifique sur le fait que si vous êtes négatif en test antigénique, vous n'êtes peut-être pas ou moins contagieux. Peut-être que la charge virale n'est pas suffisante pour créer de la contagiosité. Néanmoins, disant cela, on reste extrêmement vigilant. Je dis d'ailleurs, par exemple, aux Français qui souhaitent se faire tester par antigénique avant Noël que c'est une fausse protection, puisque si vous avez 25 ou 30% de faux négatifs lorsque vous êtes asymptomatique, vous avez des risques de transmission du virus à vos proches. Mais c'est un outil supplémentaire, c'est un outil plus de dépistage que de diagnostic, mais il remporte un franc succès et il renforce nos capacités de test. On est moins dans la saturation des PCR aujourd'hui, on était monté à 2,3 millions de PCR par semaine, on est aujourd'hui environ 1,1 million. Merci aux biologistes pour leur action d'ailleurs, mais les tests antigéniques sont quand même très utiles. Le docteur Attias vous interroge sur les collaborations de l'ensemble des acteurs durant la crise. Comment poursuivre cette dynamique et valoriser tous les acteurs? Bien, en ville, ça a été l'exercice coordonné, les CPTS qui ont fait, et les maisons de santé, les centres de santé qui ont montré que la coordination était précieuse. Et moi, je retiens de déplacements dans certains territoires où je suis allé, des salles de réunion, où avec à l'intérieur de ces salles, directeurs et présidents de CME de la clinique, de l'ESPIC, de l'hôpital public, le président du conseil de l'ordre départemental, des responsables syndicaux, des représentants des usagers, des représentants des jeunes, qui se retrouvent et qui passent 2 heures ensemble et qui se disent comment on va structurer la filière de soins pour les patients Covid. Ils sont en lien aussi avec le médico-social, comment on va faire pour accepter des patients EHPAD. Franchement, à voir, c'est magnifique, je le dis, parce que, un, ça apporte des solutions concrètes, et deux, ça veut dire qu'il n'y a rien qui empêche de le faire pour d'autres choses que le Covid. Donc moi, je crois que la coordination des acteurs, le fait de coopérer ensemble, ça commence toujours par se parler. Et je veux dire, tant que les gens ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent pas échanger sur ce qu'ils peuvent avoir en commun et ce qu'ils peuvent développer pour mieux travailler au service des malades. Le docteur Lefloïc vous interroge sur les outils numériques. Est-il prévu de mettre en place un outil numérique de suivi de la campagne de vaccination? Bien sûr. Il y a un gros chantier de système d'information. Les premières briques du système d'information seront prêtes pour la fin du mois de décembre. Il faut savoir que la logistique des systèmes d'information depuis le début de la pandémie est remarquable en France, et je le dis parce qu'elle est bien plus remarquable que chez certains de nos voisins. Par exemple, les Allemands, qu'on cite souvent en exemple, n'arrivent pas à intégrer les tests antigéniques dans leur logiciel de remontée de cas, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à en tenir compte dans leurs statistiques. Nous avons intégré les antigéniques et nous allons avoir un système d'information dédié à la vaccination, parce qu'il faut évidemment que nous sachions qui a été vacciné, quand. Il y a un rappel du vaccin, s'agissant du Pfizer, à faire entre 18 et 23 jours après la première injection. C'est fondamental de vérifier que les bons patients ont eu les bonnes doses au bon moment, et ça permet aussi de corréler tout cela avec d'éventuels effets indésirables. Il faut savoir qu'il y a 5 stratifications et 5 organisations de pharmacovigilance, je vous en fais grâce ici ce soir, mais ça repose sur les structures habituelles éprouvées comme l'ANSM, comme le réseau INSERM, sur les CNR, sur Santé publique France. Donc on a évidemment une prise en charge très très spécifique et très solide. On n'échappera pas à des effets indésirables, on n'échappera pas à des polémiques, c'est évident, on le sait, et on n'échappera pas à la volonté de certains de s'appuyer là-dessus pour battre en brèche toute idée de vaccination. Encore une fois, notre meilleur outil, c'est la transparence.
Une question pour vous, Monsieur le Président. Un confrère vous interroge sur le rôle et la place de l'ordre dans la stratégie vaccinale. Micro, elle est d'une part d'accompagner par le Conseil les autorités de l'État dans une politique et une stratégie d'organisation vaccinale qui repose bien sur l'effectivité du vaccin et l'effectivité de la vaccination. Et nous avons rappelé à plusieurs reprises que c'était une absolue nécessité que de pouvoir se reposer sur l'ensemble des acteurs de territoire et de médicaliser, et je sais que c'est un terme qui quelquefois est pris avec un peu d'ombrage, mais de médicaliser la mise en œuvre de la vaccination, ça nous paraît fondamental. La deuxième chose, c'est que l'ordre est là aussi pour, et Monsieur le ministre le sait, pour rappeler un certain nombre de principes, pour rappeler les autorités de l'État un certain nombre de réalités, que ce soit dans le cadre de la protection des données médicales et de l'utilisation des systèmes d'information, puisque nous avions pu à plusieurs reprises, notamment dans la mise en œuvre des applications mobiles, rappeler un certain nombre d'éléments. Et puis c'est aussi important parce que, et je le dis sans polémique, parce que on sent bien qu'il y a une volonté de la gouvernance et du gouvernement de mettre en œuvre une politique d'organisation globale de ce mécanisme, mais on sent bien qu'il y a une certaine cacophonie législative qui tente aujourd'hui à utiliser ces difficultés que connaissent les acteurs du système de santé et du système de santé pour faire passer un certain nombre de mesures. Vous le savez, Monsieur le ministre, nous vous avons rappelé à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas perdre son sang-froid dans cette volonté de légiférer à outrance sur des petites mesures, mais dont on sait finalement qu'elles arriveront à terme à elles-mêmes imposer des modifications du système de santé que peut-être nous n'avions pas souhaité ou nous n'avions pas voulu voir prendre ce type de virage. Donc l'ordre est là pour ça. Il est là pour accompagner les professionnels, pour favoriser ce contact entre les professionnels et les autorités de l'État. C'est ce que nous faisons ce soir, c'est notre rôle. Mais il est là aussi pour rappeler un certain nombre d'évidences, un certain nombre d'attentes de la profession médicale, des professions de santé au-delà, puisque nous parlons aussi quelquefois d'une voie commune, et pour dire que rien ne peut se faire sans que nous n'ayons une stratégie de coopération totale entre la gouvernance, les acteurs des professions de santé et les usagers de santé, Monsieur le ministre, puisque, vous le savez, nous sommes très attachés à ce que ce triptyque soit un triptyque qui permette le pilotage et le suivi de l'ensemble des mesures que vous souhaiterez prendre. Et puis nous sommes là pour dire qu'il va falloir s'engager dans cette campagne de vaccination. Il va falloir répondre, et vous y êtes efforcé ce soir, il va falloir répondre aux interrogations, aux attentes, parce que la profession, les professions de santé sont traversées par les mêmes doutes, les mêmes interrogations, avec un peu plus de recul probablement que la population générale, mais demain, c'est dans un cabinet, dans une rencontre avec un professionnel de santé ou avec un médecin, que va se faire une bonne part de la décision vaccinale, que va se faire l'adhésion individuelle de chaque personne à cette politique vaccinale. Et nous sommes aussi là pour dire ça ne marchera pas si globalement les professions de santé et les médecins ne sont pas eux-mêmes totalement convaincus de l'ensemble des procédures, des sécurités et de la transparence de la campagne à venir. On repasse à vous, Monsieur le ministre. Le Dr Cross vous interroge sur la réforme de la gouvernance hospitalière et les engagements du Ségur. Sera-t-elle mise en œuvre rapidement? Oui. Oui, parce qu'il le faut. Il faut comprendre que le grand principe, c'est le droit d'option. Alors moi, j'ai même voulu aller plus loin et rendre toute une partie du Code de santé publique non opposable. Je rassure le président Bouet, pas sur la sécurité des soins ni sur la qualité, mais sur l'organisation interne aux établissements. Nous avons un texte de loi, parfois la frénésie législative a du bon au président, nous avons un texte de loi parlementaire qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui restaure le service hospitalier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tenaient au service, qui avait été supprimé dans la loi HPST. Mais je n'ai pas souhaité imposer un modèle unique. Ça n'a pas de sens d'imposer la même organisation interne à un hôpital de 300 lits et à un hôpital universitaire de très grande taille. Et je souhaite que ce soit les acteurs, les soignants sur place ainsi que les directeurs qui puissent, dans un dialogue contractuel, définir leur propre organisation. Cette souplesse, on n'y est pas habitué.
On est habitué à avoir la discussion pour savoir est-ce que le patron à l'hôpital, c'est le directeur, ou est-ce que le patron à l'hôpital, c'est le médecin. Moi, je dis, le patron, c'est l'ensemble des gens, et donc leur organisation, et par leur capacité à trouver une organisation qui leur convienne, ils vont nous montrer que c'est le patron. Donc, nous allons restaurer les services là où ça fait sens, sans pour autant supprimer les pôles là où ça fait sens. Nous allons donner de la démocratie interne. Les médecins pourront voter pour leurs représentants, au-delà de la CME. Nous avons vraiment cette souplesse, elle est en cours. J'espère que ce sera applicable d'ici à la fin de l'année. Pas de l'année 2020, mais de l'année scolaire, parce qu'il faut du temps au processus législatif. Le docteur Souchy vous interroge sur la situation en EHPAD. Pourquoi ne pas séparer les patients Covid et non Covid? Et quelle stratégie de vaccination en EHPAD? Alors, au fond, il y a beaucoup d'EHPAD qui ont eu la possibilité de séparer les patients Covid des patients non Covid, avec des unités Covid dédiées. Dans certains établissements, pour des raisons d'organisation interne et surtout de bâtiment, ça n'a pas été possible. Il y a eu des filières d'hospitalisation des patients, des résidents EHPAD Covid qui ont pu être montées et structurées. Et la vaccination, je l'ai dit, la logistique dans les EHPAD, c'est complexe, mais nous allons le faire. Il y a 14 500 établissements, 1 million de personnes public prioritaire pour la vaccination. Il y a 2 grands flux de vaccination qui sont organisés. Un qui passe par des plateformes. Il y a 6 plateformes à l'échelle du pays. Et ensuite, les camions de transport partent directement vers les pharmacies intra-hospitalières des hôpitaux qui vont s'occuper de vacciner les propres établissements pour personnes âgées qui dépendent de ces hôpitaux. Et puis il y a un autre circuit, on va passer par les pharmacies de ville et les pharmacies intra-hospitalières pour pouvoir ensuite, je dirais, organiser tout cela en proximité. C'est un gros chantier logistique, je vous fais grâce de tous les détails. J'ai eu l'occasion d'en présenter une partie la semaine dernière. Une question du docteur Olivier vous demande comment et quand pourra-t-on se procurer les vaccins? Eh bien, alors, s'agissant du vaccin Pfizer, vous ne vous procurerez pas le vaccin, je dirais, par vous-même. C'est le vaccin qui va aller directement dans les institutions. Parce qu'il faut pouvoir le décongeler. Ensuite, une fois qu'il est décongelé de moins 80 degrés, il peut être conservé entre 2 et 8 degrés. Vous avez 5 jours pour pouvoir vacciner une fois que vous avez décongelé votre vaccin. Et puis, il y a 2-3 étapes de circuit. Donc, c'est nous qui amenons le vaccin, les hôpitaux lorsque ce sont des hôpitaux, et des circuits classiques de transport sécurisé de médicaments lorsque la situation le rend possible. Mais il y a même plein de détails. Par exemple, le vaccin Pfizer, du début de l'usine de fabrication jusqu'au moment où on vaccine, en gros, on a 12 heures de transport maximum, sinon l'ARN messager est trop fragile et peut perdre de sa puissance. Donc, ce sont les EHPAD qui seront directement fournis en vaccin, et ensuite, à l'intérieur des EHPAD, les médecins co ou les médecins généralistes des résidents qui pourront vacciner. Une question du docteur René. Comment va se faire la répartition entre les différents types de vaccins sur le marché? Bien, le premier vaccin Pfizer BioNTech, il est destiné au public prioritaire. Le vaccin Moderna, qui j'espère arrivera un petit peu après, pourra permettre de commencer à vacciner en ville des personnes assez âgées. Et ensuite, à mesure que les vaccins auront l'AMM, eh bien, nous les rendrons disponibles. Et s'il y a des indications particulières de tel vaccin, si on se rend compte que tel vaccin est plus efficace ou plus sécurisé chez tel public, évidemment, alors c'est vers ce public-là que le vaccin ira. C'est ça, c'est avec ces critères sanitaires que le choix se fera. Une question du docteur Brognard. Quelle communication sera mise en place à destination de la population afin de nous aider à convaincre notre patientèle qui peut s'avérer très sceptique? D'abord, moi, je souhaite, chers confrères, que vous soyez vous-même convaincus. Ce serait déjà formidable parce que nous avons besoin que les médecins et les soignants soient eux-mêmes convaincus que la vaccination est un bien commun, un bien précieux pour l'humanité. On a oublié les menaces dont nous protège la vaccination, parce que par définition, la vaccination a été efficace. La variole a disparu du globe, ça fait maintenant plus de 30 ans. On a oublié ce que c'était que la variole qui défigurait les gens, qui tuait énormément. On a oublié ce que c'était que la poliomyélite. Elle persiste dans certains pays, mais elle a presque disparu. Elle n'est pas complètement éradiquée. Les campagnes de vaccination contre la rougeole, la rubéole, fait qu'on a même oublié qu'il pouvait y avoir des formes graves chez les enfants, à telle enseigne que la couverture vaccinale avait commencé à baisser et qu'il a fallu la rendre obligatoire. Donc déjà, il faut avoir confiance dans la vaccination, confiance dans la science, confiance dans la recherche. C'est une campagne de vaccination qui est mondiale et pas uniquement française. Et puis, bien, je pense, saisir, moi si je me mets à votre place, bien saisir le mécanisme de fonctionnement de ce vaccin. Donc nous vous donnerons toutes les informations nécessaires. Nous aurons aussi des campagnes d'information grand public. Et c'est aussi le travail du professeur Alain Fischer que de pouvoir communiquer du point de vue scientifique dans les meilleures conditions.
Une question du docteur Anthony. Quelle avancée avec le Ségur pour un jeune PH? Ah ben, un jeune PH, il ne va pas passer par l'échelon 1, il ne va pas passer par l'échelon 2 et par l'échelon 3, on les a supprimés. Alors plutôt l'échelon 1 devient l'échelon 4, ça veut dire qu'il va augmenter son salaire de départ de manière importante. Ensuite, si c'était un jeune médecin qui n'allait pas devenir tout de suite PH, il allait peut-être passer par des statuts comme praticien associé, etc. On a fusionné tous ces statuts, je dirais un peu précaires, en un seul statut qui correspond peu ou prou d'ailleurs à la grille des PH. Voilà pour un jeune médecin. Si le jeune médecin ne fait pas d'activité privée à l'hôpital, il a une augmentation de plusieurs centaines d'euros par mois aussi liée à l'indemnité de service public. Donc je crois qu'un médecin qui démarre aujourd'hui à l'hôpital, par rapport à moi quand j'ai démarré, on doit être, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins 1 000 euros de plus par mois que ce que j'ai pu connaître, et je ne suis pas si vieux. Le docteur Rabier vous pas, président Boué. Le docteur Rabier vous demande si les professionnels de santé organisés dans la prise en charge des patients mais sans être estampillés équipe de soins coordonnée par l'ARS peuvent participer à la campagne de vaccination. Oui, bien sûr. Tous les soignants, tous les médecins participeront à la campagne de vaccination, bien sûr, bien sûr. Le docteur Léout... On fait simple, pardon, mais on fait simple. Je crois à la médecine de proximité, je crois à la médecine au contact de ces malades, je crois au médecin rural qui connaît très bien ses patients et qui saura mieux que quiconque ici quelle est la personne âgée isolée qui aura jamais la démarche de prendre le bus pour aller se faire vacciner à la ville et qui pourra aller directement chez lui le vacciner. Je crois à ça. Enfin, je veux dire, le bon sens, c'est ça. On va évidemment nous appuyer sur tous les réseaux de médecine existants. On ne va pas recréer la médecine à l'occasion d'une campagne vaccinale. Encore une fois, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Le docteur Léout Falmagne vous interroge sur la stratégie de confinement. Pourquoi ne pas faire le choix d'un confinement ciblé sur les personnes à risque? D'abord parce que vous avez en réa 30% des patients qui sont en réa ont moins de 60 ans. Donc moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une personne... Alors, je sais qui est une personne la plus à risque. C'est surtout des hommes âgés de 70 ans et plus, obèses, avec des comorbidités type hypertension, diabète. Quand on a dit ça, ma conception de la solidarité entre les générations, c'est pas de dire on va, entre guillemets, confiner des gens parce qu'ils sont âgés de 70 ans et plus, ou parce que ce sont des hommes, ou parce qu'ils ont de l'hypertension. Et surtout, ce serait méconnaître les milliers, les dizaines de milliers de formes de Covid qui ne vont pas forcément en réa, mais qui peuvent vous mettre KO pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, avec des potentielles séquelles pulmonaires, où on a parlé tout à l'heure des Covid longs, perdre le goût et l'odorat, ça concerne des dizaines de milliers de Français. Il faut nous protéger collectivement de ce virus. On a tous des copains à nous, ou des gens dans notre entourage, direct ou indirect, qui étaient en pleine santé et qui ont fait une forme grave de manière inattendue, qui disent « je ne m'attendais pas à ça ». On doit se protéger, les uns les autres. Le docteur Benchetrit souhaite vous interroger sur la doctrine des lits à l'hôpital. Combien allez-vous rouvrir de lits? Alors déjà, 4 000 lits dits à la demande, que j'ai souhaité rouvrir déjà dans l'urgence, si je puis dire, avec 50 millions d'euros qui ont été donnés aux hôpitaux pour le faire. Ces lits à la demande, c'est quoi? Ce sont des lits qui permettent, en période d'épidémie, en période hivernale, par exemple, moi qui suis grenoblois, je sais que quand le froid arrive ou quand la saison du ski, alors moins cette année pour l'instant, mais quand la saison du ski arrive traditionnellement, les hôpitaux vont se remplir, on va avoir des malades dans les couloirs, des brancards. Moi, je me suis occupé d'une unité de neurologie, on avait 105% d'occupation des lits en moyenne sur l'année, c'est-à-dire qu'on avait toujours 1 ou 2 lits dans les couloirs. C'est pas normal. Donc partout où il y a des tensions, il faut qu'on puisse rouvrir des lits. Mais par moment, y compris à Grenoble, eh bien, on a un peu moins d'occupation de lits et donc il n'est pas nécessaire de mobiliser du personnel sur ces structures. Donc créer de la flexibilité et de la souplesse. Deuxièmement, arrêter les programmes de destruction de lits à chaque fois qu'on construit ou qu'on rénove des hôpitaux, ça je l'ai dit tout à l'heure. Et troisièmement, faire un grand plan des besoins hospitaliers. On a une population qui vieillit, avec des maladies chroniques qui augmentent, des prises en charge qui se spécialisent. Je crois au virage ambulatoire profondément, et je veux qu'on s'appuie sur la médecine libérale pour l'immense majorité des soins, mais je crois aussi qu'il est nécessaire qu'on ait suffisamment de lits pour accueillir les malades lorsqu'ils s'aggravent. Et je veux qu'on arrête de demander à des urgentistes de passer 2 heures dans leur nuit de garde, quand c'est pas 3, à appeler des services pour essayer de trouver des lits pour leurs malades, parfois hospitalisant des pneumonies en orthopédie. Le docteur Palantonacci vous interroge sur l'accès aux données. Aurons-nous accès aux études pour développer les vaccins que nous injecterons? Oui.
La réponse est oui, les données sont transparentes. Alors, pour le Pfizer, il est déjà publié par la FDA, il est publié par le New England, il a été publié aussi en Angleterre, et nous publierons les données françaises avec l'analyse française. J'ajoute que pour le Pfizer, il y a une initiative américaine qui est pas mal. Il y a une vingtaine d'experts internationaux qui font actuellement l'étude des données en public. En public. Ça n'empêchera jamais des gens de penser, ce qui n'est pas le cas de ce médecin évidemment, mais ça n'empêchera jamais des gens de penser qu'il y a une espèce de complot des médecins et des experts indépendants pour faire croire qu'un truc va bien. Mais honnêtement, on ne se sera jamais autant donné de mal à l'échelle du monde pour montrer qu'un produit de santé est bon. Et je vais vous dire, si à un moment donné, moi j'ai un no-go d'une agence de santé, si à un moment donné, la haute autorité de santé me dit bah non, ou si à un moment donné, la NSM me dit bah non, bah écoutez, je suivrai cette recommandation, je la respecterai. C'est pas le ministre qui décide qui on va vacciner et comment on vaccine. Moi, je suis là pour faire en sorte, ici, là, collectivement, on est là pour faire en sorte que la logistique suive et que les vaccins arrivent aux bons patients au bon moment, dès lors qu'on a l'autorisation pour le faire. Le docteur Monin souhaite vous poser la question suivante. Est-il possible d'organiser des centres de vaccination avec les collectivités locales? Oui. Oui, c'est possible. Je ne veux pas. Je ne pense pas qu'il soit utile de développer des grands vaccinodromes avec des gymnases immenses où les gens feraient la queue. Par contre, je pense que ça peut être intéressant de regrouper des médecins qui le souhaitent avec des soignants pour faire de la vaccination à l'échelle de communautés urbaines. Et oui, si les élus locaux souhaitent organiser des petits centres en faisant appel aux médecins, eh bien, j'y serai évidemment attentif. Un confrère souhaite vous interroger sur la stratégie de prise en charge. Fondez-vous tous vos espoirs sur la vaccination ou espérez-vous des traitements efficaces prochainement? Alors l'espoir fait vivre, comme on dit. J'espère toujours avoir des traitements efficaces. Pour l'instant, le seul traitement qui ait montré son efficacité, c'était la cortisone, la dexaméthasone, associée avec l'oxyflow, qui est le traitement par oxygène 50 litres dans les lunettes, qui réduit les cas d'intubation et qui réduit les durées moyennes de séjour. On n'a pas trouvé de traitement miracle, ni en France ni à l'étranger, hélas. Il n'empêche que la recherche bat son plein et qu'on n'est jamais à l'abri d'identifier un traitement. Il y a des pistes de recherche très intéressantes qui sont développées d'ailleurs en France. J'étais avec le président de la République à l'Institut Imagine, pas loin d'ici, la semaine dernière. Nous avons rencontré des équipes qui ont démontré la production d'auto-anticorps contre des interférons qui peuvent provoquer des formes graves. Si on arrive à identifier les patients qui ont ces auto-anticorps en eux, alors on peut peut-être leur permettre d'avoir un traitement par immunothérapie spécifique. Donc on va continuer d'avancer, mais j'espère sincèrement que la vaccination nous permettra d'éradiquer le virus avant qu'on ait abouti sur toute la recherche de traitement. Le docteur Moreau souhaite vous interroger sur les patients déments. Faudra-t-il le consentement de leur tuteur? Oui. Oui, on recueille le consentement, président Boué, c'est comme pour tout acte de médecine. On recueille le consentement du patient et lorsque le consentement n'est pas assuré de la part de la personne parce qu'elle n'est pas en état de le donner, on cherche à avoir le consentement de la personne de confiance ou de l'entourage familial. Le docteur Duplex vous interroge sur la psychiatrie et le soutien aux pédopsychiatres. La pédopsychiatrie, alors là on est hors Covid, mais la pédopsychiatrie, il faut absolument qu'on la développe dans notre pays. On n'a pas assez de pédopsychiatres, on en manque terriblement. Demander à des parents qui ont un enfant qui a des troubles de l'apprentissage ou des troubles de la conduite d'attendre parfois 18 mois pour accéder à un diagnostic. Je crois profondément que la pédopsychiatrie doit être soutenue, développée. On a besoin de bras pour ça, ou plutôt de cerveau de psychiatres. Donc je souhaite qu'on le développe activement. Et je dis merci aux psychiatres et aux pédopsies qui tiennent dans la durée parce que c'est de plus en plus dur pour eux à mesure qu'ils sont de moins en moins nombreux. Le docteur Maldonado vous interroge sur la consultation pré-vaccination. Oui, il y aura une consultation pré-vaccination, pardon. Cette consultation pourra se faire ou en amont de l'étape de vaccination ou dans le même mouvement. Mais j'ai souhaité qu'il y ait une consultation pré-vaccinale, médicale, pour informer le patient, recueillir son consentement, vérifier l'absence de contre-indication et commencer à préparer le suivi vaccinal. Ça me semblait nécessaire. Le docteur Fauché demande si des stocks de vaccins seront possibles dans les cabinets. Alors, ça dépend de quel vaccin on parle. Sur le Pfizer-BioNTech, non, pour des raisons évidentes, qui est la conservation à moins 80 degrés. Pour d'autres vaccins de routine, quand ils arriveront, j'espère qu'ils arriveront suffisamment tôt, eh bien, nous pourrons envisager des conservations outre les pharmacies, éventuellement dans les cabinets de médecins. Je suis ouvert à toutes. Alors là, encore une fois, le bon sens primera. Pour terminer, une auditrice dubitative vous demande si vous répondez à des questions en direct, car vous répondez du tac au tac.
C'est gentil. Je ne sais pas comment je dois le prendre. J'espère surtout que les réponses... Pardon, la journée était longue. Ça me fait rire, c'est pas sympa. Oui, ce sont des réponses qui sont posées en direct. Enfin, le président Bouet le sait, me voit et découvre les questions en même temps que moi. Merci à cette consoeur de m'avoir fait rire pour cette fin de... J'ai l'impression d'avoir passé des épreuves à un oral, c'est vrai. Hein. C'est peut-être le rendement que ça donnait. Mais en tout cas, j'espère que ça a pu apporter des éclaircissements, des éclairages. Et je reste évidemment à disposition, au-delà du chat, et à disposition du Conseil de l'Ordre pour pouvoir répondre à d'autres questions. Il y aura évidemment d'autres sujets à aborder. Et vous me direz si vous pouvez faire un retour au Conseil de l'Ordre pour dire si vous avez trouvé le format intéressant et si vous souhaitez pouvoir avoir à nouveau des échanges. Eh bien, j'en serai en tout cas très honoré. Président. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté ce face-à-face dématérialisé, mais malgré tout indispensable, dans lequel vous avez apporté un certain nombre de réponses. Je ne doute pas que nous ayons besoin, tout au long des semaines et des mois qui vont venir, de trouver ces haltes, ces moments dans lesquels vous êtes en colloque singulier avec vos collègues et où, finalement, vous pouvez répondre du tac au tac, comme vous l'avez fait, mais en tout cas avec toute la conviction qui est la vôtre. Nous suivrons et nous accompagnerons au maximum les dispositifs à mettre en place, avec toute la vigilance que l'on peut et que l'on doit attendre de l'institution ordinale. Mais nous sommes totalement convaincus que si l'année 2020 était une année de survie, il faut que l'année 2021 soit une année de vie. C'est une très très belle formule, Président Bouet, pour clôturer cela. Vous avez parfaitement raison, qu'on sorte de cette année affreuse de 2020, mais qu'on en sorte bien, ce que j'ai dit en conférence de presse tout à l'heure. Le meilleur moyen d'éviter de revivre une année 2021, c'est de ne pas célébrer ou de célébrer de façon très raisonnable la fin de l'année 2020. En tout cas, on sortira, j'en suis convaincu, à titre personnel, plus fort de cette épreuve. Plus fort parce qu'au fond, je ne suis pas certain qu'il y a 40 ans, on aurait géré les crises sanitaires de cette manière-là. Je ne suis pas certain qu'il y a 40 ans, on aurait fait ce choix de ne sacrifier personne et de sauver des vies et de faire primer la santé. Moi, je suis très fier de vivre dans un pays qui a fait ce choix-là. Alors, quasiment tous les pays aujourd'hui ont fait ce choix. Il en reste quelques-uns qui font d'autres choix et qui ont énormément de décès, de victimes et beaucoup de souffrances. Néanmoins, je ne dis pas qu'on fait tout bien, mais